Actuellement, lorsque l'on se rend au bord de l'Arno à Pise, on a l'impression de se trouver face à un fleuve qui se dirige tranquillement vers la mer. Ce n'était pas du tout le cas entre le XIe et le XIIIe siècle, aux époques de la plus grande prospérité de Pise. Une reconstitution hypothétique du relief de la côte pisane au Ve siècle avant Jésus-Christ permet de comprendre pourquoi l'horizon de Pise fut, pendant une grande partie de son histoire, tourné essentiellement vers la mer. À cette époque, en effet, l'Arno se terminait au niveau de la mer par un complexe deltaïque associant des alluvions que les digitations du fleuve déposaient et un cordon littoral construit par les courants marins qui reprenait une partie des alluvions pour créer de longues bandes longitudinales de sable. Cependant, un relief de type delta évolue sans cesse en fonction de la quantité d'alluvions apportées par les fleuves. Plus les alluvions sont abondantes, plus les courants marins doivent façonner de nouveaux cordons littoraux en avant des anciens. C'est ce que montre bien la carte géomorphologique actuelle. L'avancée continue vers la mer des alluvions apportées par l'Arno et le façonnement de cordons littoraux successifs par les courants marins eurent pour conséquence d'éloigner peu à peu Pise du bord de mer. Ainsi, le géographe romain Strabon écrit au 1er siècle que la ville de Pise se trouvait à son époque à 3,7 km de la mer. Elle en est actuellement éloignée de 14 km. Une reconstitution de l'environnement de Pise au XIe siècle montre qu'à cette époque, Pise était établie de part et d'autre de l'Arno et que la cité était entourée de lagunes et de marécages créés entre les berges de l'Arno qui devaient induire des risques continuels de malaria. Pour maintenir son rôle naval, Pise dut s'adapter en se créant des avant-ports au fur et à mesure de l'évolution des conditions naturelles de son environnement. Celui-ci étant en constante évolution, il est très difficile de reconstituer la localisation de ces avant-ports. Néanmoins, on sait par un voyageur appelé Rutilius Namatianus, qui a voyagé au 5e siècle après Jésus-Christ en bateau de Rome à la Gaule, qu'il existait un havre sûr où sont entreposées les marchandises et où Pise amarre ses navires au mouillage. Ce mouillage sûr est très probablement Portus Pisanus ou Porto Pisano. Selon cet auteur, il serait donc attesté depuis l'époque romaine. Deux cartes me permettent d'évoquer la localisation de Porto Pisano. La première est une carte générale du cours de l'Arno, réalisée d'après les fouilles archéologiques du secteur de Pise. Elle montre la localisation de Pise et de Porto Pisano, séparées par une zone de marécage, ainsi que la localisation de l'ancien littoral, bien en retrait par rapport au littoral actuel. La seconde carte, datant probablement du XVIIIe siècle, montre la situation telle qu'elle était en 1400 et indique que Porto Pisano était situé dans une lagune fermée par le cordon littoral. Cette carte montre que la passe était défendue par deux tours permettant de tendre une chaîne pour fermer l'accès à la lagune en cas de danger. En outre, en avant de ces deux tours était construit un phare. Ces trois tours furent construits dans les années 1160. Un bas-relief montre l'aspect que devait avoir l'entrée de la lagune. De gauche à droite sont représentés le phare,
les deux tours et la chaîne les reliant, et à droite les installations portuaires et en particulier les quais de déchargement et les probables entrepôts par où transitaient les marchandises. On retrouve les mêmes éléments sur une reconstitution de Porto Pisano à l'époque pisane. Cette situation, héritée de la géomorphologie, explique la manière dont fonctionnait le système portuaire pisan. Les navires de commerce de haute mer entraient dans la lagune par la passe, leurs marchandises étaient ensuite entreposées, puis pris en charge dans des bateaux plus petits qui devaient longer la côte et ensuite remonter l'Arno jusqu'à la ville de Pise. Il était évident pour ces petits bateaux que le cabotage le long de la côte était risqué. Ils pouvaient en effet être la proie des pirates, des Sarrasins et des concurrents génois ou vénitiens. Heureusement, Pise disposait d'une puissante marine de guerre qui protégeait la côte de toutes les incursions ennemies éventuelles. C'est cette marine de guerre qui fit la fortune de Pise. À partir du XIe siècle, en effet, Pise en fit un redoutable outil qui lui permit de devenir une puissance maritime et commerciale de premier ordre. En outre, la cité sut s'adapter à 3 circonstances qui favorisèrent son développement. En premier lieu, Pise, tout comme Gênes, tirèrent d'énormes avantages de leur lutte contre les raids des Sarrasins qui répandaient la terreur en Méditerranée occidentale en pratiquant le pillage et la guerre de course. Ainsi, Pise et Gênes réussirent à les chasser de Corse et de Sardaigne, et même temporairement des Baléares, puis à soumettre ces territoires à leur domination. De même, après des attaques victorieuses contre les bases des Sarrasins en Afrique du Nord, les Pisans obtinrent l'autorisation de créer des escales pour leur flotte de guerre sur la côte du Maghreb, ce qui leur permit d'ouvrir des liaisons commerciales avec l'Afrique. Le deuxième facteur qui induisit la prospérité de Pise fut sa participation aux croisades, de concert avec les autres républiques marchandes. Pise, tout comme Gênes et Venise, mirent en effet à la disposition des croisés leurs flottes, soit pour les transporter, soit pour participer au blocus et à l'attaque des villes côtières du Levant. En échange de leur participation aux opérations militaires, les Pisans reçurent des quartiers entiers dans les villes conquises, dont ils firent des comptoirs commerciaux, leur permettant de participer au commerce oriental extrême-oriental de la soie et des épices. De même, l'empereur Alexis Comnène leur fit don d'un quartier entier à Constantinople. À cette époque, Constantinople était au carrefour de toutes les routes commerciales venant du nord et de l'est. Le troisième avantage dont bénéficia Pise fut la bienveillance des empereurs du Saint-Empire romain germanique, dont toute l'Italie du Nord dépendait. Or, à cette époque, l'Italie était divisée en 2 camps, avec d'un côté les Guelfes, partisans de la suprématie du pape, et de l'autre les Gibelins, partisans de celle de l'empereur. Dans cette lutte, Pise fut toujours du côté de l'empereur. En conséquence, les empereurs leur en furent reconnaissants. Ainsi, en 1081, l'empereur Henri IV fait de Pise une république autonome, apte à se diriger elle-même. De même, l'empereur Frédéric Barberousse, en 1162, accorda d'éminents privilèges à Pise.
Il agrandit le domaine propre de la République et lui accorde en fief la moitié de Naples, de Salerne, de Messine, de Palerme, de Mazara et de Tripani, ainsi que la totalité de Gaète et le droit de commercer librement dans tout l'Empire. À cela s'ajoutèrent de petites colonies sur la côte actuelle de la France et de l'Aragon, permettant l'exportation vers ce royaume et vers l'Europe du Nord des produits venus d'Orient. Ainsi, en ce milieu du XIIIe siècle, la République pisane était devenue une puissance économique de premier plan. Ses routes maritimes sillonnaient la plus grande partie de la Méditerranée. Cela ne pouvait que susciter la jalousie des autres cités italiennes, en particulier de Lucque, de Florence et surtout de Gênes, dont les ambitions maritimes et commerciales se heurtaient sans cesse à celles de Pise. Entre Gênes et Pise, un état de guerre larvé s'instaura, avec alternance de raids navals et de paix précaires. Finalement, Gênes l'emporta sur sa rivale lors de la bataille navale de la Meloria de 1284, qui vit la quasi-disparition de la flotte pisane. Pise perdit aussi la Corse, puis la Sardaigne, puis ses colonies et ses comptoirs de commerce. Finalement, en 1404, Pise dut accepter la domination de Florence et fit désormais partie de l'État des Médicis. En ce qui concerne la ville de Pise, l'époque de la richesse était révolue. À l'exception de quelques constructions à l'époque florentine, le centre-ville resta quasiment inchangé dans sa structure et dans ses monuments. Pour les visiteurs, c'est heureux, car on peut retrouver, quasiment intacts, les édifices édifiés antérieurement à la bataille de la Meloria. C'est le cas en particulier du complexe religieux de la place de la cathédrale que je décrirai dans ma prochaine vidéo.